Ça a été à la fois le choc et l'évidence. Le choc parce que le tableau, avant de voir un nom, on voit d'abord un tableau absolument impressionnant, absolument fort, magnifique, dérangeant dans le sens où il prend toute la place. On reste un peu sans voix. Et après, qui d'autre que Caravage, et c'est un tableau qui crie le nom de son auteur. Si Holoferne hurle quelque chose quand il est en train de se faire décapiter, on a l'impression que c'est le nom de l'auteur, qu'il hurle Caravage, parce que c'est Caravage qui lui a fait ça d'une certaine manière. Ce qui est intéressant avec ce tableau, c'est qu'il est composé d'un certain nombre de moments picturaux. Il y en a un très beau, en bas à gauche, qui est la main d'Holoferne appuyée sur le coussin ou sur le matelas de son lit, qui est une reprise, qui est exactement la même main que celui qu'on voit dans la version Costa, la version du Palais Barberini à Rome. Un autre moment très important, c'est évidemment la tête d'Holoferne qui hurle avec les yeux révulsés en arrière. Un autre moment très important, c'est l'articulation des mains juste au-dessus de la tête d'Holoferne, entre le vêtement ou le sac que tient la servante comme ça, la main qui tient l'épée, l'autre main de Judith. Donc là, il y a tout un jeu de mains derrière la tête d'Holoferne qui est assez virtuose. Un autre élément, un autre moment pictural, c'est l'articulation des deux têtes de Judith et Abra, juste l'une à côté de l'autre. Il y a la grande manche qui a tout un effet repoussoir comme ça, qui ferme l'angle du tableau à droite, la grande manche de Judith. Voilà, c'est toute une série de moments très étudiés en fait, qui sont mis en musique ensemble par l'artiste et qui donnent ce tableau assez heurté, assez violent, y compris dans sa facture, dans sa technique, outre son sujet, et qui là contraste assez clairement avec la douce musicalité du tableau Barberini, par exemple, qui est peint dans un esprit musical très différent. On passe des grandes percussions de la version de Toulouse, avec les trompettes, à quelque chose de beaucoup plus violineux, de beaucoup plus doux, c'est du violon et de la flûte à Barberini. Et il y a par ailleurs un élément que je trouve assez intéressant, c'est un dessin de jeunesse de Rubens, qui est dans la collection Tessin à Stockholm, qui traite du même sujet, qui traite de Judith et Holoferne. Et il y a tout à fait dans l'articulation de Judith et Abra une formule très très proche de celle que l'on voit dans ce tableau. À se demander si Rubens avait pu voir ce tableau, avait pu en garder le souvenir et le reprendre à son compte dans ce petit dessin. De même qu'il y a une gravure anonyme du XVIe siècle qui montre une Judith et Holoferne, sans la servante cette fois-ci, mais avec une tente très ouverte comme ça, et puis ce gros nœud de drapé en haut à gauche, très proche de ce qu'on voit ici, à se demander si Caravage avait pu, on sait qu'il s'intéressait aux gravures et qu'il pouvait, surtout au début, emprunter dans les gravures. A-t-il été influencé par cette gravure? Ça fait partie d'une culture visuelle qu'il est important d'essayer de remettre en place, d'essayer de dissiper un peu le brouillard qui peut entourer un tableau quand il surgit de nulle part, et de voir à la fois qui a pu voir ce tableau et ce que les gens qui ont pu le voir ont pu en faire, en emprunt, en influence, et aussi ce que l'artiste a pu voir en faisant ce tableau avant. Et de même que la figure de Judith, très matrone romaine d'une certaine manière, peut se retrouver dans d'autres tableaux de Caravage qui sont plutôt au début, comme la Sainte Catherine du musée Thyssen, comme le tableau de Marthe et Marie du musée de Detroit, où on retrouve ces petites manches. Il y a des effets un peu maniéristes, en tout cas un petit peu précieux dans ce tableau qui, pour le coup, font plutôt résonner le début de la carrière de Caravage. Ce qui est intéressant, c'est que dans l'Hérodiade du Palais Royal de Madrid, qui généralement est daté de 1607, c'est comme si Caravage procédait à une translation de la figure de Judith et Abra. Ça, c'est peint en 1607, à un moment où, a priori, ce tableau est dans l'atelier de Caravage. Donc, est-ce que ce tableau a pu être peint à Rome, se retrouve dans l'atelier de Caravage avec l'artiste à Naples. Il peint une Hérodiade et il a cet autre tableau dans les yeux, donc qui l'incite à réfléchir à la composition, qui l'incite à rechanger les choses. Il y a une conjonction de dates, en tout cas, qui, là pour le coup, est certaine. Et je crois qu'il y a encore beaucoup à chercher et beaucoup à trouver sur ce tableau. Le tableau est extrêmement sophistiqué. C'est un tableau qui est vraiment à la croisée de plusieurs chemins dont on ne sait pas forcément encore d'où ils viennent et où ils vont. Ce qui est certain, c'est que dans l'incandescence du pinceau sur le rideau rouge, dans ces grands traits de pinceau qui font ce blanc des chemises
qu'on voit dans le tableau, c'est des choses qu'on ne voit que chez Caravage. Je ne parle pas des caravagesques, parce que vraiment les Caravagesques, c'est un autre monde par rapport à Caravage, mais bien plus tard. Mais même les imitateurs de Caravage ne sont pas là-dedans. Ils essayent d'imiter ça, mais ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas à ce niveau d'évidence. Et c'est cette manière de faire les doigts très rondes, comme ça, très, je ne veux pas dire boudinés, parce qu'ils ne sont pas boudinés, mais ils sont extrêmement plastiques, ils sont extrêmement volumétriques. Et ça, on les voit un peu partout. Et toujours animé, soit sur les ongles d'un coup de blanc, soit dans les yeux d'un éclat de blanc aussi, qui participe à mettre du bruit dans le tableau, en fait. Et c'est pour ça que je trouve que c'est un tableau qui est extrêmement bruyant. Peut-être était-il trop à un certain moment. Ce tableau, c'est un tableau qui cherche le bruit. Et là, je trouve qu'il y a quelque chose de très intéressant entre un sujet qui, au fond, est un cri, le cri d'Holoferne, et une facture et une composition qui est heurtée, qui est tranchante, qui est bruyante. Et là, je trouve que c'est assez renversant de voir comment est-ce que l'artiste réussit à créer un équivalent plastique à un sujet iconographique et à une invention. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est qu'il y a un moment dans l'œuvre de Caravage où il recherche le cri. Et si on s'amuse à regarder dans le corpus de Caravage, en fait, on voit qu'il est très intéressé à un moment par la question du cri, par l'expression du cri, comment est-ce qu'on exprime un cri. Les derniers tableaux sont des tableaux plus silencieux, magnifiques, mais beaucoup plus silencieux. C'est des notes qui meurent et ce n'est pas du tout des sons qui partent.